Insultes racistes, tirs à la carabine sur des enfants, comportements violents avec des voisins. Ce lundi 17 août, après 3 heures d'audience, Michel V, âgé de 65 ans, a été reconnu coupable devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Ce dernier est aujourd'hui condamné à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, une obligation de suivi psychologique et l'interdiction de posséder ou de porter une arme pendant 10 ans. Derrière des justifications parfois décousues du mis en cause, l'enquête judiciaire a relevé des propos racistes qui remontent à plusieurs mois avant l'attaque à la carabine. Le procureur, de son côté, a décrit lors de l'audience des propos réguliers et décomplexés. Il souligne que l'expertise psychologique du prévenu a relevé une personnalité impulsive, mais rien qui puisse expliquer ou excuser les faits de racisme et d'agressivité qui lui sont reprochés. Et c'est justement à la lecture de ces faits qu'un élément retient notre attention. Ces faits de racisme n'ont pas été retenus dans la première plainte. Le procureur l'a lui-même rappelé lors de l'audience. Dans la première plainte concernant les faits de violence, aucun élément concernant des insultes à caractère racial n'apparaissait. Et c'est précisément cette incohérence que nous avions documentée avec ma collègue Lisa Lapp dès le mois d'avril, quelques jours seulement après l'attaque à la carabine contre les enfants. Nous nous sommes directement entretenus avec les enfants, leurs familles et les habitants du quartier et nous avions recueilli une version beaucoup plus complète que celle qui apparaissait lors de la première plainte. Alors comment une dimension aussi importante de cette affaire a-t-elle pu être absente de la première procédure? Et comment est-on passé en 4 mois d'un dossier initialement centré sur un coup de feu à une condamnation qui reconnaît également des injures racistes répétées? Pour comprendre ce chemin, il faut revenir au 19 avril dernier, et surtout à ce que les enfants nous racontaient quelques jours seulement après les faits. Nous sommes à Espaly-Saint-Marcel, une petite commune voisine du Puy-en-Velay, dans le quartier populaire de l'Arbousset. Ce dimanche 19 avril, une dizaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans jouent au ballon au pied de leur immeuble lorsqu'un voisin de 65 ans sort de chez lui avec une carabine à plomb. Quelques instants plus tard, un coup de feu est tiré. Lorsque nous arrivons dans le quartier quelques jours après, la justice n'a encore rien tranché et 2 versions s'opposent déjà. L'homme reconnaît avoir utilisé son arme mais affirme avoir tiré en l'air et explique avoir lui-même été insulté par les enfants. Les enfants, eux, nous racontent une scène très différente. Dimanche, en fait, je suis sortie avec des amis, on était en train de jouer et tout, et là d'un coup, il a ouvert la fenêtre, il a sorti son arme, il a visé. C'est juste là qu'il nous a agressé, qu'il a tiré avec la carabine à plomb là. Sur la grande fenêtre là, et c'est là qu'il a sorti le pistolet, et là c'est là qu'il m'avait menacé. C'est vous qui avez filmé et pris les photos? Ouais, c'était moi. C'est quoi? Là, il tire. Il avait sa carabine et... Ouais. C'est toi qui as pris la photo? Ouais. L'un d'entre eux, Adam, âgé de 10 ans, affirme que le plomb lui a frôlé le mollet, tandis que plusieurs enfants nous expliquent avoir vu cet homme les mettre en joue. On a tous eu peur, puisqu'on n'a pas envie de mourir. C'est pas la première fois, ça fait 3e fois qu'il vient comme ça. Ouais, ça fait 3 fois qu'il sort son pistolet. Les insultes à nos mères et nos morts, il m'a dit nique ta race et tout. Après, il m'a dit fils de pute. Il a dit baisse tes morts, c'est toi qui toque et tout. Après, il voulait me choper, mais je me cache et je l'ai pris comme ça, les photos. Du coup, on a regardé par la fenêtre et en fait, il nous a visés. 4 mois plus tard, son avocate décrit devant le tribunal un enfant toujours fragile et en état d'hypervigilance depuis cette journée. Et lorsque nous avions rencontré sa famille quelques jours après les faits, les premiers signes de ce traumatisme étaient déjà visibles. Dès que je suis arrivée sur place, c'est là où j'ai su qu'en fait, il s'était fait tirer dessus par Michel sur le mollet. Et sur le coup, ça a été un gros choc. Parce que nous, on est arrivés, on a vu tous les enfants et on n'a pas vu mon petit frère. Moi, sur le coup, je me suis dit, ça y est, il lui est arrivé quelque chose. Je le vois pas. Dès qu'il est arrivé, on l'a vu traumatisé. Il était tout blanc. Comment ils sont là depuis Traumatisé. Il sort pas, il reste dans sa chambre, il sort pas de sa chambre, il dort pas, il mange pas, il boit plus. Mais surtout, dès notre premier déplacement, les enfants nous racontent quelque chose qui n'apparaît toujours pas dans la procédure judiciaire de l'époque. Selon eux, la menace avec la carabine s'accompagne d'insultes racistes. Il disait « je suis raciste et je suis fier de l'être ». Il avait dit retournez chez vous, bande de bamboulas, ici on n'est pas en Afrique, sortez les Noirs et les Arabes et tout. Bande de babouins, il a dit et tout. Ouais, bande de nègres aussi. Et aujourd'hui, après le procès, on sait que l'enquête ouverte dans un second temps a retrouvé beaucoup plus que ces seuls témoignages. Les faits de racisme retenus dans le dossier remontent jusqu'à juillet 2025. Des enregistrements audio et vidéo viennent compléter les témoignages. À force de discussions avec les habitants, nous avons rapidement compris que plusieurs voisins accusaient cet homme de comportement agressif et raciste depuis bien avant le 19 avril.
Une habitante nous racontait par exemple des tensions qui duraient, selon elle, depuis 4 ans et évoquait une précédente altercation au cours de laquelle l'homme serait descendu avec une batte. Ça fait 4 ans, ça fait bien sûr, tous les étés on se fait pratiquement harceler par ce monsieur. Plusieurs fois il a voulu nous frapper, nous insulter. En 2024, fin août, c'était un soir d'été. On était tous là en fait, nous c'est vrai que l'été on aime bien sortir tous ensemble, se rassembler, rigoler, papoter et d'un coup il sort en criant vous faites trop de bruit, vous me dérangez. Il est sorti nous voir torse nu avec une batte. Je lui dis non, on crie pas, on a bien le droit de s'amuser. Il n'y a que ici qu'on peut jouer, se rassembler, rigoler. On ne peut pas aller autre part. Là-bas, il y a la route, il y a des enfants, il y a comme des plus grands, comme des plus petits. On ne peut pas. Et c'est vrai qu'il arrivait vers moi en me disant je vais te frapper, vous n'avez pas le droit de venir ici. Bande de noirs, bande d'arabes, vous me dérangez. Vous n'êtes pas chez vous, clairement. L'audience de lundi a apporté un éclairage supplémentaire à ces témoignages puisque l'enquête judiciaire a finalement retrouvé des propos racistes s'étalant sur plusieurs mois, avec notamment des insultes comme babouin, sale nègre ou encore on n'est pas la poubelle de l'Afrique. Autrement dit, ce que les habitants nous décrivaient à chaud comme un comportement récurrent va ensuite être documenté beaucoup plus largement dans l'enquête judiciaire. Mais nous avons également retrouvé un élément particulièrement important. 8 jours avant le coup de feu, une habitante avait écrit à l'assistante sociale du bailleur pour dénoncer le comportement de cet homme et affirmait notamment qu'il la traitait de sale noire. Le bailleur lui a conseillé de saisir la police et selon son témoignage, elle se rend au commissariat du Puy-en-Velay le 18 avril, c'est-à-dire la veille du coup de feu, afin de déposer plainte. Le commissariat lui répond qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs pour prendre sa plainte. Le lendemain, l'homme sort sa carabine. Le 17 avril, 2 jours avant l'agression, alors qu'elle va demander à Michel d'arrêter, le ton monte. Michel frappe sa voisine, comme le montrent ces images que nous nous sommes procurées. C'est la maman en fait, à chaque fois, elle nous défend et tout. Ouais. À un moment, il avait sorti, vous savez, les sprays là, de la police qui font pour les yeux là. Ouais, voilà, il a sorti un truc comme ça. Le lendemain, samedi 18 avril, et veille de l'attaque, cette voisine a voulu aller porter plainte au commissariat. Une fois qu'elle s'est rendue au commissariat, on lui a dit qu'on était en manque d'effectifs, donc on ne pouvait pas prendre sa plainte. Et voilà ce qui s'est passé le lendemain. Il ne s'agit évidemment pas d'affirmer que cette plainte aurait permis d'empêcher les faits du lendemain, ce serait impossible à démontrer. Mais cet élément permettait déjà de comprendre que les accusations de racisme visant cet homme existaient avant le coup de feu et avant toute médiatisation nationale. Et pourtant, après les faits, ces accusations disparaissent de la première plainte. C'est probablement le point le plus important entre ce que nous avions remonté au mois d'avril et ce qui vient d'être dit au procès. Le père d'Adam nous expliquait lors d'une interview que son fils avait bien parlé des insultes racistes lors de son audition. Mais le parquet disait alors exactement l'inverse en se fondant sur les procès-verbaux qui lui avaient été transmis. Le père retourne donc au commissariat pour essayer de compléter sa plainte. La dame qui m'a accueilli, elle m'a dit... elle commençait à ouvrir son PC pour faire un complément de plainte. Elle a appelé un supérieur, je pense, ou un collègue à elle. Il lui a dit c'est pas la peine, le dossier est parti, le monsieur a reconnu les faits, a reconnu les injures. Bon, moi j'écoute ce qu'on me dit, donc je sors, je repars. Et après je reçois l'appel de l'association, je leur dis voilà ce qui s'est passé, je rentre chez moi. Et 1 heure après, le commissariat me rappelle, me dit revenez au commissariat pour faire un complément de plainte. SOS Racisme et le MRAP effectuent ensuite un signalement et une deuxième enquête est finalement ouverte. Et 4 mois plus tard, à l'audience, le procureur confirme donc ce point de départ. Aucun élément concernant des insultes racistes n'apparaissait dans la première plainte. C'est la deuxième enquête qui va permettre de faire émerger les témoignages et les enregistrements sur lesquels les poursuites seront finalement fondées. L'audience du 17 août permet aussi de découvrir comment le prévenu répond lui-même à tout cela. Concernant la carabine, il reconnaît son geste mais maintient qu'il n'a pas voulu viser les enfants. J'ai tiré en l'air sans le vouloir. Concernant les insultes racistes, il ne les nie plus aussi catégoriquement, il explique ne plus vraiment se souvenir, puis reconnaît que c'est possible. Peut-être que j'ai dit ça, mais sous le coup de l'énervement. J'étais harcelé par les enfants depuis des années. Sa défense insiste d'ailleurs sur ce contexte de conflit et minimise la dimension raciste de l'affaire, son avocate allant jusqu'à soutenir que s'il était réellement raciste, on aurait entendu parler de lui bien avant. Et c'est précisément le cas, l'enquête a remonté des propos racistes remontant à plusieurs mois, tandis que notre propre reportage avait déjà recueilli au mois d'avril des témoignages d'habitants affirmant subir ce type de propos depuis bien plus longtemps. L'expertise psychologique, elle, décrit un homme comme impulsif, avec une faible tolérance à la frustration, mais rien qui n'altérerait son discernement. Autrement dit, son état psychologique ne permet pas d'expliquer juridiquement ses actes au point d'en diminuer sa responsabilité. Et les excuses formulées à l'audience convainquent difficilement les victimes. Pour moi, c'est des fausses excuses, parce que quand on s'excuse, on regarde la personne concernée.
Voilà. Donc lui, il s'est excusé face au juge, mais il ne s'est pas excusé face à ma sœur. Comme je l'ai dit, on l'a filmé. Il a dit non. Alors là, je ne m'excuserai pas auprès des enfants. C'était des excuses parce qu'il était obligé de s'excuser. Il était obligé de s'excuser face au parquet. C'est aussi l'un des points forts des plaidoiries des parties civiles, parce qu'il est facile, lorsqu'on parle juridiquement d'injures, de perdre de vue ce que ces mots peuvent produire lorsqu'ils sont adressés régulièrement à des enfants de moins de 10 ans. L'avocate des parties civiles parle d'une infusion permanente et rappelle que ce sont des enfants nés en France, entendant pourtant régulièrement qu'ils ne seraient pas à leur place dans leur propre quartier. Elle décrit les enfants comparés à des animaux et explique que cette répétition finit par attaquer directement leur confiance en eux et leur santé mentale. Et 4 mois après le coup de feu, l'avocate d'Adam décrit toujours le garçon comme fragile et en état d'hypervigilance. Dès que je suis arrivée sur place, c'est là où j'ai su qu'en fait, il s'était fait tirer dessus par Michel sur le mollet. Et sur le coup, ça a été un gros choc. Parce que nous, on est arrivés, on a vu tous les enfants et on n'a pas vu mon petit frère. Moi, sur le coup, je me suis dit, ça y est, il lui est arrivé quelque chose. Je ne le vois pas. Dès qu'il est arrivé, on l'a vu traumatisé. Il était tout blanc. Et comment ils sont là depuis Traumatisé. Il sort pas, il reste dans sa chambre, il sort pas de sa chambre, il dort pas, il mange pas, il boit plus. 4 mois plus tard, les séquelles sont toujours présentes. Aujourd'hui, la famille et les enfants d'Espalier visés par les faits sont une nouvelle fois victimes de harcèlement. Oui, ce matin, sur Twitter, je tombe sur un article de F de Souche. J'étais un peu révoltée. J'ai lu vraiment quelques lignes qui parlent de racisme anti-blanc, que Michel, il a été victime de racisme anti-blanc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et même Michel, il n'a même pas pu prouver ça. Et voilà, comme vous pouvez l'entendre, le racisme anti-blanc, il n'existe pas. Moi, l'article, je l'ai vu comme un retournement de situation. Donc aujourd'hui, avec l'article de F de Souche, c'est Michel la victime et non les enfants. Parce que les enfants, on les traite de racistes. Le racisme, c'est Michel qui leur a appris. Ils ne connaissaient pas ça avant. C'est Michel qui leur a appris que c'était des sales noirs, des bougnoules, des babouins et tout ce qu'il en suit. C'est pas eux qui ont appris à Michel. C'est Michel qui leur a appris. Et c'est ni les parents. Et à vrai dire, on parle d'enfants mal éduqués, c'est des enfants très polis. Exactement. Qui sont très bien éduqués. C'est pas parce qu'on joue au ballon et qu'on crie dehors qu'on est mal éduqués. Ils ont le droit de jouer. Les regards aussi ont beaucoup changé en notre égard. Et qu'il y a un on reçoit beaucoup de regards très méchants. Que le racisme, c'est... Qu'on ne recevait pas avant. Michel V est donc reconnu coupable. Il est condamné à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec une obligation de suivi psychologique et l'interdiction de porter ou de détenir une arme pendant 10 ans. Il devra également indemniser les victimes et verser 1 euro symbolique aux associations antiracistes constituées partie civile. À la sortie du tribunal, il affirme regretter son geste, mais refuse de répondre davantage aux journalistes qui l'accusent de lui avoir fait du mal. La famille d'Adam, elle, sort du tribunal avec les yeux humides. Le parquet vraiment a bien compris ce qui s'était passé, a bien pris en compte ce qui s'était passé, on les remercie bien. Mais en ce qui concerne la décision, par contre, on est déçus. 15 mois de sursis avec ce qui s'est passé, je trouve ça inadmissible. Moi, j'aurais aimé que ça serve d'exemple. J'espère pas qu'il arrivera la même chose ailleurs. J'espère pas qu'on retrouve un Michel ailleurs. Mais en voyant la peine à Michel, je pense pas que ça puisse faire peur aux personnes qui pensent la même chose que lui. Il ne s'agit évidemment pas de dire que notre reportage a produit cette condamnation. Ce sont les enquêteurs, les magistrats, les avocats, les associations et surtout les victimes qui ont fait avancer juridiquement ce dossier. Mais cette affaire montre pourquoi le travail journalistique réalisé à ce moment-là était important. Aller sur place avant que l'histoire ne devienne nationale, écouter directement les enfants et les habitants, retrouver les alertes précédentes et surtout documenter le décalage entre ce que racontaient les victimes et ceux qui apparaissaient alors dans la première version institutionnelle de l'affaire. Parce qu'au mois d'avril, lorsque nous sommes arrivés à l'Arbousset, le racisme était partout dans les témoignages que nous recueillions. Après les faits, plusieurs habitants nous expliquaient qu'ils refusaient que leurs enfants et leurs familles soient ceux qui finissent par partir du quartier. L'une d'entre elles nous disait: c'est à lui de déménager et pas aux enfants de partir. Nous, on est chez nous, on partira pas. 4 mois plus tard, l'homme a effectivement quitté Espaly-Saint-Marcel et vit désormais à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Les enfants, eux, sont toujours chez eux.